Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Est-ce que? Dans un quartier populaire de Pointe-Noire, précisément PACA, un quartier chaud situé à cheval entre les 6e arrondissement Goyo et le 3e arrondissement Tieté, l'AMID, l'association PACA pour l'intégration et le développement, a fait du développement socio-économique, culturel et environnemental des vulnérables et de la jeunesse estudiantine son credo. À son actif, plusieurs activités déjà réalisées et matérialisées, notamment la formation des étudiants à la Grande École du numérique du Congo. C'est justement à propos du numérique, ce concept que nous allons donc débattre dans ce numéro de Est-ce que avec la présidente de l'AMID, Madame Chris Brochek. Le concept numérique, un concept accrocheur, parlé dans toutes les langues, qui sera donc au cœur de 3 journées solidaires. Ce seront des journées organisées par l'AMID du 1er au 3 juin 2017. Bonsoir, Madame Chris Brochek. Bonsoir Madame Akira. Merci de répondre à l'invitation de Est-ce que? On est sur ce plateau et que l'on a aménagé pour vous d'ailleurs. Merci de nous avoir invités. Alors, Madame Brochek, est-ce que dire de vous, présidente de l'AMID, suffit pour vous présenter sur ce plateau? Sinon, qui vous êtes? Je suis entre autres la présidente de l'AMID. Sinon, avant, je suis d'abord la directrice et fondatrice d'une agence de conseil en communication de la presse à Pointe-Noire qui s'appelle Congo Web Agency. Nous existons déjà depuis plusieurs années. Donc nous faisons de la communication digitale à 360 degrés, nous faisons de l'affichage, de la presse, de la création de sites internet, de la création d'objets publicitaires, etc. Et donc, cette association qui a élu domicile en PACA. PACA, c'est un grand quartier de la ville de Pointe-Noire. Alors dites-nous d'abord, quel a été le choix pour vous de choisir comme ça PACA pour donner aussi le titre à cette association? En fait, nous avons choisi une PACA parce que ça fait des années que j'habite à PACA, donc voilà, et qu'avec le temps, on s'est rendu compte que c'est un quartier qui avait été stigmatisé. Donc stigmatisé, c'est-à-dire que les habitants de PACA ont souvent une mauvaise réputation. Et face à ça, donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer l'association, c'est pour montrer aux gens que PACA, c'est pas un quartier de voleurs de grand chemin, qu'il y a des gens qui y sont, qui se développent, qu'il y a des entreprises qui sont là, et qu'il y a une main d'œuvre et qu'il y a des gens et que prêt à contribuer au développement et qui contribuent d'ailleurs au développement. Parce que ce que les gens oublient souvent, c'est qu'à Pointe-Noire, par exemple, Fontietier, c'est le 2e centre économique de la ville de Pointe-Noire, si ce n'est qu'actuellement avec la fermeture du grand marché. C'est un grand centre d'affaires. Fontietier maintenant est, je crois, le premier centre économique de la ville de Pointe-Noire, chose que les gens ont souvent tendance à oublier. Donc, or, nous nous situons en fait justement à l'entrée PACA. En fait, nous avons d'abord Fontietier et ensuite nous avons PACA. Alors en fait, ce qui s'est passé, nous avons créé l'AMID à l'issue du référendum. Vous vous souvenez, quand il y a eu le référendum, PACA, ça a été un des quartiers qui a été le plus touché, c'est-à-dire que c'est un quartier où, par exemple, le quartier a été fermé à la circulation pendant 3 jours. Et en fait, et c'était surtout des jeunes qui ont fait un peu de pagaille, etc. Et moi, je me suis rendu compte que ces jeunes, s'ils faisaient de la pagaille, c'est parce qu'il y avait un malaise, c'est parce qu'ils avaient l'impression qu'on ne s'occupait pas d'eux, et aussi parce que c'était... Ils avaient l'air abandonnés, voilà, ils ont l'air abandonnés, et sont des jeunes aussi qui sont gangrénés. PACA est un quartier qui est gangréné par le chômage et la pauvreté. Et justement, ce qui explique aussi l'agressivité en fait de ces jeunes-là, c'est ça, c'est ce chômage qui font que, voilà, et c'est ce chômage qui crée l'oisiveté. Et quand justement on est oisif, on fait rien, on fait des bêtises. Et là, je me suis rendu compte que ces jeunes, ils n'étaient pas suffisamment encadrés et qu'il fallait faire quelque chose. Donc en fait, ça, c'est ma contribution. Et donc, le faisant, avec l'AMID, vous apportez votre part de contribution au développement de ce quartier. Exactement. Donc en fait, l'AMID, c'est quoi? Ce sont d'abord 4 personnes qui se sont réunies. Au après, départ. il y en a eu 12, après, il y en a eu 50. Et maintenant, on a 250 adhérents. 250 adhérents. Donc l'AMID existe depuis 2 ans et demi. En combien de temps déjà? L'AMID existe depuis 2 ans et demi. Mais nous, en fait, on n'a pas une approche quantitative, on a une approche qualitative. Donc ce qu'on veut chez nous, ce sont des gens qui viennent pour travailler. D'ailleurs, même dans le slogan de l'AMID, comme vous avez derrière vous, nous avons travail, respect, solidarité. Ça, c'est la devise de l'AMID. Donc voilà, donc on n'est pas là pour drainer beaucoup de gens, on est là pour drainer des gens qui sont motivés, des gens aussi qui veulent s'en sortir. Est-ce que le faisant au gros bénéfice des jeunes, hein, vous insistez, des femmes, vous insistez sur la jeunesse qui est restée oisive et tout. Est-ce que vous avez senti l'adhésion de ces derniers et de ces dernières, parlant des femmes
justement En fait, à l'action de l'AMID? Oui, effectivement, les jeunes, ils ont été ils sont très sensibles à l'action. Ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs. C'est clair que moi, je me suis rendu compte tout simplement que quand vous avez un problème, c'est pas forcément le fait d'avoir quelqu'un qui va vous régler votre problème, mais c'est aussi de pouvoir discuter aussi avec des gens. Parfois, rien que le fait de se sentir entendu, de sentir qu'on s'occupe de soi, ça peut déjà constituer un premier pas vers la résolution du problème. Et c'est ce qu'on fait à l'AMID. À l'AMID, on n'a pas la prétention de donner du travail à 250 personnes qui sont là, mais si ceux qui sont là, on peut déjà les aider justement à travers des activités d'éducation, de formation, ou les aider même en donnant des coups de pouce parfois pour faire des interconnexions. À ce moment-là, ça, c'est quelque chose que l'AMID peut faire. C'est quelque chose que l'AMID peut faire. Parlons un peu en termes de réalisation déjà à l'actif de l'AMID. Alors en fait, moi, c'est ce que je dis, l'AMID, vous savez que très souvent, on entend qu'il y a des programmes qui se passent. On va entendre, l'UNICEF fait tel programme, vous entendez ça à la radio. Vous dites, l'UNICEF fait tel programme pour les enfants défavorisés ou pour les femmes déscolarisées, et vous dites, moi, je fais partie de ces personnes-là. On a souvent l'impression que ces programmes-là ne nous concernent pas. Pourquoi? Parce que ces programmes, en fait, qui sont faits par les institutions, ces programmes qui sont faits par le gouvernement, ces programmes qui sont faits par les bailleurs, n'arrivent pas forcément à rencontrer la demande, les gens qui en ont besoin sur le terrain. À la base. Donc, voilà, à la base. Donc nous, l'AMID, en fait, nous sommes une organisation de la société civile et notre but, et comme on est justement implanté à Mpaka au cœur des quartiers, notre but, en fait, c'est d'interconnecter ces organisations, ces bailleurs, le gouvernement, etc., qui ont des programmes, vers justement les jeunes qui en ont besoin sur le terrain, qui n'auront pas forcément spontanément la volonté de venir, par exemple, de se rendre à l'hôtel Tino pour prendre des renseignements à la direction départementale de la jeunesse. Mais nous, par exemple, en tournant ou au cours d'une réunion, on va leur donner l'information et on va remonter le dossier. Et à ce moment-là, ils pourront justement s'interconnecter avec toutes les dispositions qui sont mises en route actuellement par le gouvernement. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'AMID, en fait, c'est un pont entre Mpaka et la ville, Mpaka et le pays, et Mpaka et le monde. Voilà comment je positionne l'association. Et c'est bien défini tel que vous le dites. Oui, voilà. Et en vous servant de ce pont-là, je reviens sur les réalisations. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de concret? Alors là, par exemple, en termes de réalisation, là, nous venons de placer 9 jeunes en formation dans un centre de soudure. Donc ça, c'est le cadre d'un programme entre je crois, le gouvernement congolais et le gouvernement japonais. D'autre part, il y a eu aussi un autre programme, c'était, je crois, le ministère des PME et de l'artisanat et toujours le gouvernement japonais sur l'entrepreneuriat. L'insertion des jeunes. Sur ce programme-là, nous avons pu placer 3 jeunes. D'autre part, à l'école, à la grande école du numérique aussi, nous avons aussi placé 3 jeunes qui ont fait la formation des formateurs et qui sont maintenant formateurs à la grande école du numérique du Congo. Ah bon? Voilà. Donc, ils vont à leur tour former les autres. Voilà. Et sinon, dans le but aussi de resserrer les liens entre les populations, dans le but aussi du mieux vivre ensemble, nous organisons chaque année une fête qu'on appelle l'arbre de Noël de Mpaka. Donc la première année à cet arbre de Noël, nous avons eu 500 enfants. Cette année, nous en avions eu 800. Donc 800 enfants qui viennent, que vous avez mobilisé, des cadeaux, etc. À Mpaka. D'ailleurs, ça se passe à PTB. C'est chaque année. C'est après Noël. Qui ont passé les fêtes de Noël. Noël. Donc on passe les fêtes de Noël, on estime que c'est pour la famille. Et justement, on le fait après Noël ne pas avoir à déresponsabiliser les parents. Parce que si on le fait avant Noël, il y a beaucoup de parents qui vont se dire s'enfuir. L'association l'AMID offre les cadeaux, nous on ne fait pas. Donc en général, on se passe vraiment après l'événement. Et là, à ce moment-là, donc nous on offre des cadeaux, on fait un goûter, on fait une activité culturelle, sportive, etc. Autour de l'esprit de Noël. Voilà. En direction des femmes, qu'est-ce que l'AMID a déjà fait d'aussi spécifique à elle? Bon, en fait, c'est vrai que pour le moment, c'est beaucoup plus occupé des femmes. Là, pour œuvrer sur l'autonomisation, on est vraiment en train de travailler sur des programmes. Bien sûr, chaque année, nous fêtons la journée de la femme. Et en fait, je suis en train de chercher des activités. Par exemple, il n'y a pas longtemps, à Brazzaville, nous avons une jeune Congolaise qui habite au Ghana, qui est venue faire une activité sur la création de bijoux en pagne, sur la création de sacs, par exemple, en pagne. Donc moi, j'ai pris contact avec elle pour qu'au mois d'octobre, elles viennent former les femmes à Mpaka. Et ensuite, quand elles formeront les femmes à Mpaka, qu'elles sauront faire des colliers en pagne, qu'elles sauront faire des sacs en pagne, qu'elles sauront habiller des chaussures, à ce moment-là, nous allons créer une plateforme de vente en ligne pour que les femmes puissent écouler leurs produits, par exemple, sur Internet. Ça, c'est un exemple d'activité. Sinon, là,
nous sommes en train d'aller sur une petite activité d'autonomisation qui est plutôt bissap, jus, etc. Parce qu'on se rend compte que les femmes, souvent, elles n'osent pas entreprendre ou elles n'arrivent pas à entreprendre parce qu'elles n'ont pas le capital de départ. Oui. Donc voilà, donc en fait, on est vraiment en train de travailler sur des projets. Et puis, il y a cette critique, hein, et puis il y a cette critique qu'on adresse aux femmes. On aime souvent revendiquer, mais au départ, il n'y a rien qu'on peut présenter comme argumentaire, comme capacité de pouvoir faire. Est-ce que vous en faites une préoccupation à la MIDE? C'est une préoccupation, pourquoi? Parce que moi, comme je l'ai dit, je suis présidente de la MIDE, mais je suis aussi directrice de société, je suis aussi formatrice, et je donne aussi parfois des conférences. Et aux conférences que je donne, d'abord, il y a très peu de femmes, et quand les femmes sont là, elles ne savent pas suffisamment bien s'exprimer. Et ça, c'est vraiment un problème. La femme congolaise, elle n'arrive pas et elle ne veut pas prendre sa place. Et c'est ce que je disais dans une interview. J'ai dit, au Congo, en fait, à proprement dire, on n'a pas d'handicap, parce que nos hommes ne sont pas vraiment des machos. Mais voilà, ils ne vont pas venir nous prendre pour nous emmener. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on ne demande pas, on ne va pas nous donner. Et c'est ce qui se passe actuellement au Congo. Alors, une question de curiosité, Madame Roger. Est-ce que vous partagez cet avis qui veut de la parité 50-50 entre femmes et hommes d'ici à l'horizon 2050, si on peut le dire, 2030? La parité 50-50, c'est un ODD, hein, c'est-à-dire un objectif de développement durable pour 2025. Les ODD, c'est vous vraiment... partagez cet avis? Voilà, je partage. D'ailleurs, j'ai même fait une conférence lors du salon Osiane. Mon rôle, c'était... mon intervention... a été porté sur le thème de les ODD et le numérique. Et là aussi, on parle de fracture du genre, c'est-à-dire que fracture numérique du genre, c'est-à-dire que les femmes ont 3 fois moins accès aux outils numériques que les hommes. Et ça, c'est un problème, parce qu'à travers le numérique aujourd'hui, justement, on peut s'autonomiser, on peut se former, on peut vendre, on peut apprendre. Et si les femmes n'ont pas accès au numérique, ça constituera un problème, ça constituera un frein à leur insertion, un frein aussi à leur développement. Donc oui, la parité 50-50, mais la parité 50-50, ça va commencer d'abord, je vais vous poser la question, Madame Akira, est-ce qu'on a une parité déjà au niveau du gouvernement congolais? C'est ça le problème. Ok, maintenant quand on a la parité, quel est le poids des femmes? Quels sont les portefeuilles que l'on donne aux femmes? Voilà. Est-ce que souvent, on est souvent cantonné justement dans des portefeuilles où il n'y a pas beaucoup de budget? Voilà. Voilà. Moi, j'aurais voulu qu'on ait notre Michel Allomari, par exemple, quand on voit la ministre de la Défense en France qui a été Michel Allomari, c'était la défense, on l'a confiée à une femme. À une femme. Or, on n'a jamais, au Congo, jusqu'à présent, on n'a pas vu vraiment par exemple l'état-major à une femme, aussi. On n'a pas eu encore, mais parce que pourquoi? Parce que c'est vrai que peut-être que c'est vrai qu'on le constate, mais peut-être parce que nous aussi qu'on ne le demande pas, qu'on ne le revendique pas non plus suffisamment. Alors, qu'est-ce qui a influencé votre attention, sinon votre regard, aux questions de développement, d'insertion sociale, de la jeunesse, de la femme, disons mieux, de tous les contribuables? Vous savez, Madame Akira, aujourd'hui, moi, je suis entrepreneur, mais avant tout, je suis d'abord citoyenne. Et je suis citoyenne et j'habite au cœur de la cité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, parfois, j'ai des choses que mes voisins n'ont pas. Et je pense aussi que dans la vie aujourd'hui, à partir du moment où vous avez pourvu un certain nombre de vos besoins, que vous avez un toit, que vous avez un véhicule roulant, que vous avez payé l'école des enfants, je pense que normalement il devrait être du devoir de chaque Congolais de se retourner et de regarder autour de lui ce qu'il peut faire. C'est simplement, pour moi, la MIDE, c'est simplement une initiative citoyenne, c'est ma contribution, je veux dire, au développement même du Congo. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, parfois je me suis retrouvée dans des endroits où il y aurait pu avoir des opportunités pour embaucher des gens, pour donner du travail, pour améliorer même la vie de certaines personnes. Et ce sont des opportunités que je n'ai pas pu saisir parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas structurée, je n'y ai pas pensé. Donc, chemin faisant, donc c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir une structure sociale et puis aussi de redorer le blason de ce quartier. Je ne sais pas ce que ça vous fait vous, mais moi plusieurs fois par exemple je vais à la banque et à la banque on me demande Madame vous habitez où? J'ai dit Mpaka 120. Et quand je dis Mpaka 120, souvent le guichet, la guichetière me regarde bizarrement. Et à ce moment je réagis, vous avez vu là qu'il y a écrit quoi sur mon front? J'ai un problème? Non, tout simplement parce que je dis Mpaka 120. Mais je pense aussi que les gens, si vous ne leur montrez pas de quoi ils sont capables, ils vont réellement penser qu'ils sont ce qu'on dit qu'ils sont, alors qu'ils ne le sont pas. Donc moi, mon but, c'est quoi? C'est de pouvoir faire émerger, je veux dire, le meilleur, le plus beau. Vous voyez, par exemple, c'est vrai qu'on a à la MIDE, on n'a pas beaucoup de moyens, mais quand on fait des choses à la MIDE, on veut qu'elles soient structurées, on veut qu'elles soient bien faites. Pourquoi? Parce qu'on veut aussi que les gens aussi soient fiers aussi d'appartenir à ce quartier. Il faut qu'on change ça. Il faut donner la chance. Et vous savez que notamment aujourd'hui avec
le nouveau plan d'urbanisation, nous avons la ville de Pointe-Noire qui s'étend et qui va de plus en plus loin. Déjà donc, même au-delà. Maintenant, PACA, maintenant, c'est aussi la proche banlieue. Oui, donc si on même était ça. en Europe, on dirait que PACA est en passe de devenir un quartier bobo, c'est-à-dire un quartier bourgeois bohème, puisque même bientôt un PACA, les loyers aussi, le prix des loyers aussi peuvent augmenter, étant donné la proximité avec le centre-ville, étant donné que la ville recule. C'est votre regard. Voilà. Bien, merci. Ce qui est d'ailleurs bien dit pour Mpaka et qui tend à se métamorphoser avec la modeste contribution de la Et MID. justement, moi, mon but, c'est Mpaka, pourquoi? Vous regardez l'avenue de l'indépendance à Mpaka. Oui. Et vous regardez l'avenue principale de Ngoyo. Oui. Vous verrez que. Et l'avenue de l'indépendance, hier, voilà. on disait c'était même la petite Suisse. Hein. Voilà, on avait débattu. Vous voyez débaptisé. que ce sont des chemins qui sont parallèles, mais qui ne se sont pas développés de la même manière. Oui. C'est-à-dire que nous, à Mpaka, on a très peu de commerce. On a très peu d'industrie, on a très peu d'entreprises. Ok. Et là, vous voyez, c'est un grande avenue de Ngoyo, vous avez des entreprises qui sont là. Le long de l'avenue jusqu'à la frontière, mais c'est autant de valeurs et de richesses aussi créées aussi pour les quartiers. Donc voilà, donc pour nous, il faut justement qu'on améliore notre image. Il faut réinventer le quartier. Réinventer le quartier, mais le quartier, ça va forcément se réinventer. Et à ce moment-là, même aujourd'hui, par exemple, moi j'ai vu pendant le référendum, quand la ville était bloquée, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient bloquées. Pourquoi? Parce que leurs travailleurs vivaient en PACA. Ils vivaient en PACA et ne pouvaient pas sortir. Voilà. Ok, merci. Réinventer le quartier Mpaka, lui apporter la lumière qu'il faut afin que ce quartier arrive à briller comme les autres, ce sera avec les journées du numérique solidaire que Amid organise. Et si l'on veut dire derrière ce concept du numérique, c'est quoi pour vous le numérique? Alors, si vous voulez, par exemple, moi, je suis chef d'entreprise, je suis directrice d'une agence de communication, mais ça fait par exemple 15 ans que je gagne ma vie grâce à l'Internet. 15 ans. 15 ans que je gagne ma vie grâce à l'Internet. Et quand j'ai commencé l'Internet, moi, je suis autodidacte, d'où le concept, en fait, des journées du numérique solidaire qui a, à travers plusieurs activités, c'est des cours, c'est des ateliers, c'est des démonstrations. C'est une rencontre avec les chefs d'entreprise. Alors ça se passe déjà quand? Est-ce que vous pouvez rappeler les dates? Du 1er au 3 juin 2017. Du 1er au 3 juin 2017. Est-ce que vous avez eu la même pensée pour Mpaka en choisissant ce thème, les journées du numérique solidaire, en présentant la chose comme ça au grand public pendant ces journées? Alors ce qui est bien, c'est que quand on a commencé à faire la communication autour de cet événement, nous avons eu d'autres associations, d'autres structures qui se sont intéressées à cette manifestation. Donc du coup, les journées du numérique solidaire qui étaient initialement prévues qu'à Mpaka vont aussi avoir lieu aussi à Siafoumou. Ça va s'élargir aux autres quartiers de la ville. À Chimbamba, donc dans cette première édition. Et la prochaine édition, on espère d'autres quartiers de Pointe-Noire et après, éventuellement, pourquoi pas, Brazzaville. Donc ça serait vraiment la première fois qu'on aura un concept qui va partir de Pointe-Noire pour Brazzaville. Donc c'est un grand challenge. Et donc on va partir d'une ville à une autre et puis jusqu'à généraliser tout le pays. Donc les journées du numérique solidaire, c'est pas forcément l'affaire de Mpaka, c'est pas forcément l'affaire de l'Amid, je pense que c'est l'affaire de tous les Ponténégrins. Mais la primeur d'abord à l'Amid qui en a eu l'ingénieuse idée de concevoir et partager aux autres. Oui, très bien, mais vous savez, en fait, moi, l'idée, elle est venue comment? C'est-à-dire qu'un jour, on était en réunion du bureau et mes collaborateurs habituels n'étaient pas là. Et j'ai tendu mon téléphone, j'ai demandé à la personne qui était à côté de moi, s'il te plaît, prends-nous une photo. Il m'a dit, je ne sais pas manipuler. J'ai fait au moins 5 ou 6 personnes avant de trouver quelqu'un qui manipule. Et là, je me suis dit, qui sait manipuler la tablette ou le téléphone? Et là, je me suis dit, on a un problème. C'est pas normal qu'on se retrouve avec des personnes qui ont 40 ans, 45 ans, à qui on tend un smartphone, qui ne peuvent pas faire une photo. Qui ne peuvent pas le faire. Mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont jamais eu accès à ce genre de terminaux. Donc c'est-à-dire que j'ai pensé, mais ça, ce sont des personnes adultes, souvent des hommes. Donc qu'en est-il de leur épouse? Qu'en est-il de leurs enfants? Surtout les enfants aujourd'hui qui naissent aujourd'hui, on les appelle des digital natifs. Voilà. Mais s'ils n'ont jamais tenu un téléphone portable, s'ils n'ont jamais qu'ils naissent dans cet environnement-là. Ils naissent dans cet environnement-là, mais ils sont exclus à l'avance. Et justement, et ça, le fait justement cette différence-là entre ceux qui ont accès aux terminaux numériques et ceux qui ne l'ont pas, on appelle ça la fracture numérique. La fracture numérique. En anglais, on appelle ça le digital divide. Ah bon? Donc, c'est-à-dire que ça va s'ajouter à
à d'autres mots qui sont déjà là, comme l'illettrisme. Voilà. Et là encore, vous allez encore avoir le fait d'être une exclusion due au numérique, parce que vous n'allez pas savoir aussi manipuler ces appareils-là. Et c'est un problème. Par exemple, moi j'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple des enfants qui arrivent en terminale, qui passent le bac, qui ne connaissent pas manipuler un ordinateur. J'ai vu aussi des gens aussi arriver en BTS et arriver en licence, qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Pourquoi? Et là aussi, ça c'est un problème aussi au niveau du système éducatif congolais que moi je condamne. Voilà. Je comprends pas pourquoi Il faut insérer les étudiants en BTS et en licence, qui pour moi sont responsables, qui pour moi sont adultes, on fait faire leur rapport de mémoire par des profs. Alors qu'il peut se servir. Voilà, par des profs, alors qu'il devrait pouvoir, alors que le fait de saisir son rapport de mémoire, de le structurer, c'est déjà un exercice en soi. Saisir son CV. Et l'autonomisation, non, je parle des rapports de mémoire et des rapports de stage. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un rapport de mémoire, vous avez un rapport de stage, vous avez un maître de mémoire ou de stage, et c'est lui qui fait saisir le mémoire ou le rapport. Et ça, c'est un problème, parce que quand il fait ça, l'étudiant, quelque part, on le dépossède, on lui enlève quelque chose. Oui, une capacité en lui. Alors que moi, par exemple, vous me voyez devant vous, je sais parfaitement bien saisir. Moi, je me suis tapé, j'ai dû faire peut-être 5 ou 6 rapports. Entre mes mémoires de licence, de maîtrise, de master 2, etc. Ça vous a fait gagner quelque chose. Ça veut dire que le numérique est créateur d'emplois, sinon déclencheur. Sur le coup, j'ai peiné, mais après, avec cette expérience-là, moi, quand j'ai saisi tous ces rapports-là, quand j'ai fini mes études, avant de pouvoir trouver un emploi dans la branche que j'ai voulu faire, j'ai d'abord été secrétaire. Mais pourquoi? Parce que j'avais saisi mes rapports, et vous l'avez su bien etc., le faire. Et, tout ça. Et vous avez su bien le faire. Alors, c'est dire qu'aujourd'hui, le numérique est déclencheur, sinon activateur d'opportunités diverses. Là, vous parlez déjà de l'emploi, c'est une source. Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un qui va maîtriser le numérique, il va augmenter son employabilité, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir trouver un emploi plus facilement. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, nous, à Congo Web Agency, la première des choses que l'on fait quand nous avons quelqu'un qui intègre l'agence, c'est d'abord de lui apprendre l'Internet et d'apprendre à créer un blog, d'ouvrir une adresse mail, etc. Pour nous, c'est un chemin obligé parce que cela va nous permettre de mieux travailler. Voilà, moi, je pense que le secteur actuellement titube parce qu'il débute, mais je pense qu'il va exploser. On a tout un ministère reportant au gouvernement. Non, mais ça, il y a un plan du numérique national qui va se mettre en route et qui n'est pas déjà, si ce n'est pas déjà fait. Et je pense que c'est un domaine qui va exploser dans les prochaines années. Pourquoi? Regardez, Madame Akira, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de monde qui vont sur Internet et qui se connectent grâce à leur téléphone portable, chose que nous n'avions pas il y a des années. Donc autour de ça, il va y avoir toute une économie, il y a un écosystème déjà qui est en train de se développer. Et dans la perspective de la diversification de l'économie, on peut parler de l'économie du numérique. On ne peut pas parler diversification de l'économie si on ne parle pas de la transition numérique. Pour moi, c'est quelque chose d'obligé. Il faut réduire cette fracture. Alors, ces 3 jours. Alors, donc nous avons différentes activités. Donc nous avons les cours et les ateliers. Et je précise qu'il faut s'inscrire, mais que tout est gratuit. Tout est gratuit pendant ces 3 jours. Parce que nous sommes une organisation à but non lucratif. Donc voilà, le but c'est d'initier les gens, de susciter des vocations, c'est pas de leur prendre de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, les enfants puissent voir qu'ils puissent voir et qu'ils puissent s'intéresser. Vous attendez un grand nombre, vous l'estimez à combien? On aimerait toucher à travers ces 3 journées, on aimerait toucher environ 1000 personnes à travers ces différentes journées et à travers ces activités. Nous avons tout public, donc nous allons avoir des enfants. Nous allons avoir aussi des enfants qui sont scolarisés. Par exemple, nous avons 3 établissements scolaires, maintenant 4 je crois. Nous avons Chikaya Utamsi, nous avons Domelder Camara, nous avons l'école ESIC, où nous allons avoir des professionnels du numérique qui vont aller donner des conférences sur les nouveaux métiers du numérique et aussi sur les dangers des réseaux sociaux. Oui, en fait, on aura une partie justement sensibilisation sur les dangers des réseaux sociaux, notamment à travers les conférences que nous allons faire dans les lycées et collèges. Effectivement, il y a ce volet, oui, bon, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à la manière dont on se comporte. Et moi, j'ai l'habitude de dire, Internet, on n'efface jamais rien d'Internet. Internet a une grande mémoire. C'est-à-dire qu'Internet a une grande mémoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire là, ok, moi j'ai 14 ans, 15 ans, je fais des photos, je dis des choses, et vous croyez que quand vous allez grandir, ça va disparaître. Mais non, Internet, ça peut vous rattraper. Voilà. Et il y a un bon nombre aujourd'hui, par exemple, de recruteurs qui, avant de vous recruter, ils vous googlisent, c'est-à-dire ils mettent votre nom sur Internet.
pour savoir qui vous êtes, ce que vous avez fait, quelles sont vos habitudes, etc. Avis d'information. Voilà, avis d'information aussi. Donc il faut vraiment faire attention aux jeunes. Ça va se passer pas en un site fixe. Là, non, il y aura en fait, il y aura en tout 6 sites. 6 sites qui vont intervenir sur la manifestation. Donc pour les cours et les ateliers, nous allons avoir 3 sites. Paka 120, Chimbamba, Siafumu. Nous allons pour la rencontre avec les chefs d'entreprise, nous allons avoir le complexe Le Royal qui se trouve derrière Kabalan en plus sur la route de Chimbamba. Okay. Et voilà, et nous allons avoir toutes les écoles qui vont accueillir les conférences que nos experts vont venir donner aux lycéens, aux étudiants. Et ça, c'est ce qui regarde un peu l'organisation. Voilà. Quand vous parlez des experts, on voit déjà les intervenants au cours de ces 3 journées. Voilà. Alors, qui sont-ils, ces experts? Alors, en fait, l'AMID a une chance extraordinaire. Bon, étant donné que je suis aussi dans le digital, étant donné que moi, je me définis aussi comme une activiste du digital, on a pu élaborer un certain nombre de partenariats avec des structures d'accompagnement qui sont déjà présentes et qui travaillent dans le numérique. Dans ces structures d'accompagnement, on va avoir le JCerti, on va avoir le l'Ecolab, on va avoir l'association pratique, nous allons avoir le DSI Club et surtout nous allons aussi avoir la grande école du numérique. Donc en fait ce sont des experts. Ça c'est la participation qui vont venir du gouvernement. Pas vraiment. Ce sont ces experts-là qui vont venir et qui vont nous accompagner pendant 3 jours de manière bénévole. C'est pour ça qu'on dit qu'on va faire venir les TIC, les technologies de l'information et les numériques, dans les quartiers défavorisés. Dans les quartiers défavorisés. Et en fait nous, l'AMID, on va servir en fait quelque part de hub, parce que nous avons tous ces experts-là qui vont travailler avec nous et on va dispatcher les différentes compétences entre les différents sites en fonction des activités. Donc on aura beaucoup plus un rôle de coordination aussi et de synchronisation de toutes ces compétences-là qui vont venir donner de leur temps pendant 3 jours. 3 jours de coordination parce que ça va se passer de façon délocalisée. Sur plusieurs sites, plusieurs activités qui vont se dérouler de manière simultanée. Et comme je l'ai dit, bon, il y a l'AMID et puis il y a aussi Conweb Agency qui est aussi une agence aussi qui fait aussi de l'événementiel. Donc on pense qu'en préparant vraiment, en s'y attelant, je pense que ça va réussir. C'est un grand challenge, mais on y va. Challenge. Et on parle du numérique déjà à travers ces journées. C'est déjà derrière le t-shirt que vous arborez. Et c'est-à-dire qu'il parle aussi du numérique au même moment où vous l'avez conçu. Là. Voilà. Alors justement, moi ce que je dis, c'est que l'AMID, c'est une association 2.0. L'AMID a un site internet qui est à jour, amidcongo.org. Et là, pour les journées du numérique solidaire, nous avons créé un site spécialement dédié à l'événement où les gens peuvent aller visiter et s'inscrire. Et d'ailleurs, l'adresse de ce site figure sur tous les supports, sur tous les prospectus. Maintenant, au niveau de la communication, nous avons essayé de mettre un accent sur la communication digitale. Donc, nous avons des insertions qui vont passer sur Facebook, mais nous avons aussi créé une plateforme de jeu. Et voilà, une plateforme de jeu. Et pour que les gens... C'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Et pour que les gens découvrent cette plateforme de jeu, nous avons créé des t-shirts. Donc, des t-shirts. Vous savez que le t-shirt au Congo, c'est le premier support de communication. On ne peut pas faire une communication, on ne peut pas faire une communication de masse sans le t-shirt. Alors nous, on s'est dit, on va allier numérique et le t-shirt. Et ce que nous avons fait, nous avons créé des t-shirts avec des QR codes. Donc ce que vous avez là, c'est un dessin. Il ne faut pas croire que c'est un hiéroglyphe. Hein. Il est présent sur tous nos supports. C'est un code qui s'appelle un QR code. Et derrière, c'est caché. Voilà. Et comme vous avez, donc voilà. Donc vous pouvez, vous avez une application sur votre téléphone mobile. Est-ce qu'on peut passer rapidement une démonstration? Vous appelez deux jeunes hôtesses de l'AMID, Elma, Rotricia. Donc là, vous avez ces 2 jeunes filles-là. Donc il y en a une qui a le t-shirt, en fait, c'est le t-shirt en promotion, qui font la promotion des journées du numérique solidaire. Donc il y en a là devant, vous avez ce motif-là. Ce motif-là, c'est ce qu'on appelle un QR code. En fait, c'est un outil que l'on utilise en digital marketing. Ça veut dire que si vous avez par exemple votre téléphone, vous arrivez, vous scannez, vous la flashez, voilà, grâce à une application de QR code, vous la flashez et vous arrivez donc sur notre plateforme de jeu. Et voilà, ça va nous donner une adresse de site internet. Vous allez aller sur ce site internet, vous allez jouer et vous allez pouvoir gagner une clé USB de 32 Go. Voilà, il y a des clés USB de 4 Go, etc. à gagner. Donc voilà, donc par exemple, comme j'ai mon téléphone, donc j'ai une application qui est QR code. Donc la jeune fille, elle est là, donc ça flash. Et là, vous voyez, ça vous envoie, il y a une adresse qui s'affiche. Et ça vous envoie vers notre plateforme de jeu que nous avons créée
justement pour l'occasion des journées du numérique. Donc pareil avec Rotricia. Rotricia, tu peux te retourner. Donc Rotricia, elle a le QR code dans le dos. Donc là, je fais la même chose. Donc je scanne, je flash. Et là, il y a un résultat de reconnaissance. Et ça nous envoie vers cette plateforme-là. Et dans la plateforme, là, j'arrive, je mets mes coordonnées. Et à ce moment-là, je joue et je peux gagner voilà, des cadeaux. Voilà, donc on a imprimé, je crois, 34 t-shirts. Donc ça veut dire que dans la ville, quand vous voyez ce genre de personnes, et les gens qui portent, ils ont l'obligation de se laisser flasher. Voilà, c'est-à-dire flasher comme ça. Donc ce sont des gens qui connaissent, donc ils savent. Quand on remet le t-shirt, enfin, c'est une manière aussi. Tout le monde. Monsieur tout le monde, il suffit simplement de, quand vous voyez la personne, en général ça va être un membre de l'AMID ou un sympathisant de l'AMID, lui demander poliment, est-ce que je peux vous flasher, voilà, est-ce que je peux vous flasher? Donc la personne va arriver, va mettre le téléphone, va arriver sur la plateforme et là va jouer et peut gagner une clé USB de 32 Go, une clé USB de 4 Go, voilà, il y a plusieurs lots, à gagner. Donc voilà, en fait c'est une manière d'allier justement un support de communication qu'on utilise de manière usuelle au Congo et qui est très populaire, à une technologie aussi qui est le numérique. Et donc nous, sur tous nos supports, on a un QR code. Par exemple, on va avoir un QR code sur la brochure de présentation de l'événement, un peu partout. Et donc là, cette démonstration faite nous aide à comprendre que, à la faveur de ces journées, on aura droit à des t-shirts numériques, Madame Rochette. Voilà. En fait, les t-shirts numériques, et je dirais même là, le t-shirt que vous avez là, ça va être ce qu'on appelle un IoT, c'est-à-dire Internet Object. C'est-à-dire que ce sont des objets connectés. Voilà, comment? Et ça, c'est quelque chose, ce n'est pas des t-shirts qui ont été importés. Ce sont des t-shirts qui ont été faits en local, avec des artisans locaux. Donc on lui a emmené le QR code, il l'a transféré sur le t-shirt et vous voyez que là par exemple c'est un objet connecté. Donc parfois dans la mesure où je viens, je flash, ça m'emmène sur internet, etc., etc. Donc ce t-shirt c'est un objet numérique, mais moi je peux te dire un objet connecté. Et le faisant, vous avez créé de l'emploi auprès de ces sérigraphes, voilà, on appelle. On a notre réseau de prestataires sérigraphes avec lequel on a l'habitude de travailler et là on est arrivé, on a dit ok, avec un concept nouveau, parce que je pense qu'il n'y a pas une société, même dans les plus grandes sociétés, qui ont eu cette idée-là justement de créer un t-shirt connecté comme nous sommes en train de le faire. Est-ce que quand vous faites, vous en avez déjà vu ailleurs ou bien c'est de l'ingéniosité de l'AMID dans ces œuvres? En fait, on en a déjà vu ailleurs, mais on s'est souvent dit qu'ici ça ne marcherait pas parce qu'il y a souvent un problème d'accessibilité, de connectivité. Mais maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui se connectent sur Internet via le téléphone mobile, donc je me suis dit que là, maintenant, c'est le moment. Et vous savez que notre activité aussi, qui s'appelle les Journées du numérique solidaire, elle a aussi pour but aussi de favoriser les usages, de montrer les usages que l'on peut faire avec le numérique, afin de faciliter l'appropriation. Parce qu'une fois que vous êtes approprié le numérique et vous savez comment ça peut marcher, le numérique c'est quelque chose qui peut vous emmener vers l'insertion sociale, qui peut vous emmener aussi vers l'autonomisation, parce que vous allez savoir vous former, parce que vous allez vous éduquer, parce que vous allez apprendre à vendre. Vous n'attendrez plus XY pour avancer d'un pas. Vous serez suffisamment à même de le faire en fait vous-même. Et c'est là que je pense que le levier et le numérique est un facteur d'autonomisation et des jeunes et des femmes. Et c'est pour ça que nous avons choisi justement cette activité autour du numérique. Alors moi, je m'en vais comme ça vous soumettre un petit exercice. Vous êtes tellement numérique, s'il faut le dire. Si vous avez demandé de résumer en quelques mots ce que nous nous sommes dit autour de l'AMID et autour de cet événement qui pointe, qui est organisé sous le label de votre association. Je dirais que l'AMID est une organisation de proximité qui a pour but l'autonomisation et l'insertion des jeunes. Et qu'à l'AMID, nous pensons et nous sommes convaincus que le numérique est un vecteur d'insertion sociale et d'autonomisation. Et c'est dans ce but-là que nous avons organisé les Journées du numérique solidaire. Et d'ailleurs, au niveau des Journées du numérique solidaire, je voudrais mettre un point particulier sur l'importance de la diaspora. Parce que la diaspora, en fait, ce sont elles qui vont nous fournir des équipements. Nous avons des gens en France qui se sont mobilisés et qui se mobilisent justement pour nous aider. Donc quand je vous disais que l'AMID a fait un pont entre PACA et la ville, mais PACA aussi et le monde.
Ok, donc nous avons réussi à obtenir cet accompagnement. Donc nous avons des dons qui sont arrivés. Là, nous allons avoir du matériel, etc. Il y a N-Export qui travaille dessus. Il y a Ziana TV, Diaspora Investigation. Nous avons la fondation Odélia aussi qui nous aide, etc. pour justement nous aider à fédérer. Et puis bien sûr les partenaires que nous avons sur place qui figurent en fait sur ce support de communication. Pour vous montrer que le numérique aujourd'hui c'est une préoccupation, mais comme on n'est pas encore bien organisé, structuré, les gens ne savent pas un peu par quel bout l'aborder, notamment pour les populations, notamment pour le grand public. Et c'est pas la publicité qu'on va faire rapidement. Au nom de ces partenaires, il y a aussi cet espace qui nous a reçus pour cette émission, vous voulez dire? Qui est le restaurant d'Élise Maé. Bienvenue, vous êtes chez vous. Donc voilà, le restaurant d'Élise Maé qui en fait va nous accompagner dans la mesure où ça va être le service traiteur pour tout le social event lors de la manifestation, lors des journées du numérique solidaire. En tout cas, c'est bien dit. Comme pour dire, on va essayer de conclure avec vous que dans cette société essentiellement communicative, on ne peut plus se passer du numérique. Exactement, et que le numérique est même indispensable à notre développement, à notre épanouissement. Alors, Madame Bouchek, ce serait sur ces mots que nous allons mettre un point final à cette émission. Et nous disions qu'au cœur de cet entretien, nous avons bien voulu parler de l'AMID, cette association PACA pour l'intégration et le développement, et aussi l'AMID qui est donc en pleine organisation préparative, si on peut le dire ainsi, des journées du numérique solidaire, et nous avons cru avoir tout dit de l'AMID et de cet événement qui pointe déjà. Sinon, un dernier mot. En fait, j'invite justement toutes les personnes, tous les Ponténégrins, tous les habitants de Paka, de Siafourou, de Chimbamba, vraiment à se rapprocher de nous et à participer à ces journées du numérique solidaire. Parce que nous, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une initiative citoyenne, mais demain, on espère que nous aurons des grandes organisations comme par exemple la francophonie ou même par exemple la ICANN qui pourront participer et venir nous aider justement pour qu'on organise ces journées du numérique solidaire. C'est la première édition, mais je veux dire, c'est vrai que c'est la fierté de la MID, c'est la fierté de Mpaka, mais c'est aussi la fierté de tous les habitants de la ville de Pointe-Noire. Et n'oublions pas que dans le programme du chef de l'État, il est dit que le Congo doit s'arrimer au numérique. Merci, ce qui est bien dit. Madame, Monsieur, nous voici donc arrivés au terme de cette émission. Nous le disions, un numéro que nous avions bien voulu consacrer à la présidente de l'AMID, l'association PACA pour l'intégration et le développement. Et au cours de celle-ci, nous avons parlé des réalisations de l'AMID qui a placé comme ça PACA, un grand quartier chaud de la ville de Pointe-Noire au cœur des questions de développement. Nous voici donc arrivés à la fin. Nous vous disions simplement merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain numéro de Est-ce que ce sera certainement avec une autre question qui fera part d'une autre préoccupation prête à en débattre. Je vous dis au revoir et à très prochainement.